publié aux éditions Stock 2005. Et puis, tout récemment, d'ailleurs, c'est un livre que je n'ai pas encore lu, Juif hétérodoxe, romantisme, messianisme et utopie. J'avais lu d'ailleurs un compte-rendu tout récemment de ce livre, paru cette année aux éditions de l'Éclat. Donc, je passe avec grand plaisir la parole à notre collègue Michael Louvier. Merci beaucoup. Eh bien, pas de bonne traduction. Donc, je voudrais parler de l'utopie comme rêve éveillé, Arno Münster comme lecteur de Ernst Bloch. Alors, je n'ai pas eu la chance d'être élève, disciple, collaborateur de Ernst Bloch comme mon ami Arno, mais j'ai pu au moins une fois rencontrer Ernst Bloch. Cette rencontre a eu lieu en 1974 dans son appartement à Tübingen, tout près de l'école, la Stift, comme il rappelle souvent dans ses écrits, où les jeunes Hölderlin, Schelling et Hegel ont planté en 1789 un arbre de la liberté. On pouvait presque voir ça de sa fenêtre. Bon, malheureusement, au moment où je lui rendais visite, il était presque aveugle, il avait 89 ans, mais non, en même temps d'une impressionnante lucidité. Bon, donc c'était une interview, j'ai enregistré, et parmi ces remarques à cette occasion, il y a une qui m'a vraiment beaucoup frappé, parce qu'elle résume la fidélité obstinée de toute une vie à l'utopie, au rêve éveillé de l'utopie. Alors je vais vous citer cette phrase de Ernst Bloch dans cet entretien. Le monde tel qu'il existe n'est pas vrai. Il existe un deuxième concept de vérité qui n'est pas positiviste, qui n'est pas fondé sur une constatation de la facticité, mais qui est plutôt chargé de valeur, wertgeladen. Comme par exemple dans le concept un vrai ami, ou dans l'expression de Juvenal, le poète latin, tempestas poetica, c'est-à-dire une tempête telle qu'elle se trouve dans les livres, une tempête poétique telle que la réalité ne la connaît jamais, une tempête menée jusqu'au bout, une tempête radicale. Donc une vraie tempête, dans ce cas par rapport à l'esthétique, à la poésie. Dans l'expression un véritable ami par rapport à la sphère morale. Et si cela ne correspond pas aux faits, et pour nous marxistes, les faits ne sont que des moments réifiés d'un procès, un processus, et rien de plus. Dans ce cas-là, umso schlimmer für die Tatsachen, tant pis pour les faits, comme le disait le vieux Hegel. Lukács dit que c'est le vieux fils, enfin, peu importe. Fin de citation. Alors, les références ici sont donc latines, germaniques, mais je ne peux pas m'empêcher de penser, en lisant ces paroles, à une vieille qualité juive, parfaitement décrite par un terme yiddish, bien connu, la chutzpah, traduction française approximative, les culots, l'insolence et les défis. Hein? Voilà, c'est ça l'esprit, disons, de ces passages. Bien, alors je suis loin d'avoir la profonde intelligence de l'œuvre de Bloch, de mon ami Anne, mais je vais rappeler en quelques brefs paragraphes ma propre lecture de Ernst Bloch, qui est en partie au moins inspirée par Anne, par les écrits de Anne. Avec quelques petites nuances quand même. Bon, alors, c'est référent à ses premiers écrits, et en particulier au livre Thomas Münzer, Théologien de la Révolution, Ernst Bloch les définit comme romantique révolutionnaire. Je pense que cette définition s'applique en fait à l'ensemble de son œuvre. À condition qu'on comprenne par romantisme, comme j'essaie de le faire,
pas une école littéraire du début du XIXe siècle, mais quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus profond. C'est-à-dire, le romantisme, c'est une Weltanschauung, c'est une vision du monde, c'est tout un courant culturel de protestation, de critique de la civilisation capitaliste, bourgeoise, industrielle, moderne, au nom de certaines valeurs culturelles ou sociales du passé pré-capitaliste, pré-moderne. Une critique, une protestation contre la rationalité quantificatrice et le désenchantement du monde qui caractérise cette civilisation bourgeoise. Bon, bien évidemment, cette vision du monde, ces courants romantiques qui commencent au XVIIIe siècle avec Rousseau, disons, nommé un fondateur, mais qui s'étend tout au long du XIXe et du XXe siècle. C'est pour ça qu'on peut parler de Ernst Bloch, auteur du XXe siècle, comme penseur romantique. Bon, ces courants-là, ou cette nébuleuse romantique, évidemment, est très hétérogène. Hein. Elle est composée d'une pluralité des courants qui vont depuis le romantisme conservateur, rétrograde, réactionnaire, passéiste, qui vise à la restauration de privilèges et des hiérarchies du passé, jusqu'à l'autre extrême, un romantisme révolutionnaire, utopique, qui intègre les acquis de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, et pour lequel le but n'est pas un retour en arrière, mais un détour par le passé vers l'avenir utopique. C'est évidemment à ce deuxième courant, romantique révolutionnaire, romantique utopique, qu'appartient Ernst Bloch. Et c'est dans cet esprit qu'ont été rédigés ses principaux ouvrages, depuis les écrits de jeunesse, mais aussi jusqu'aux écrits de maturité, le principe, Hoffnung, etc. Cet état d'esprit romantique lui inspire aussi un rapport à la nature qui semble préfigurer l'écologie moderne, parce qu'il critique la démarche destructrice de l'environnement de la civilisation industrielle moderne et qui se comporte, écrit-il, comme une armée d'occupation dans un pays ennemi. C'est ça l'attitude de la civilisation capitaliste moderne envers la nature. Bien entendu, cette dimension romantique révolutionnaire est particulièrement présente dans les écrits de jeunesse, l'esprit de l'utopie et Thomas Müntzer, théologien de la Révolution. À la fois par la critique radicale, impitoyable de la civilisation industrielle bourgeoise et aussi par les références au passé, notamment religieuses. Cette critique se manifeste aussi très tôt chez Bloch par la comparaison entre sa ville natale, Ludwigshafen, et la ville voisine de Mannheim. Ludwigshafen, c'est la ville de la IG Farben, le grand monopole chimique industriel capitaliste, et c'est toute la laideur de la modernité qui s'incarne dans cette ville. Et à côté, Mannheim, c'est la ville ducale, ancienne, avec, disons, les édifices du passé, la culture, une bibliothèque merveilleuse où il a pu découvrir les écrits de Schelling, etc. Mais ce type de comparaison revient constamment dans ses écrits. Par exemple, dans l'esprit de l'utopie, il y a tout un passage de célébration, une célébration vraiment immodérée de la civilisation gothique, des cathédrales gothiques. Je ne sais pas si penser à celle d'Amiens, mais enfin, les cathédrales gothiques comme expression d'une civilisation de la vie, d'une architecture de la vie, en comparaison avec l'architecture moderne qui est